Bonjour Julien Gilles. Bonjour Véronique. Alors on apprend aujourd'hui que non seulement vous regardez beaucoup de séries, mais vous jouez à des jeux vidéo aussi. Donc, et vous nous emmenez dans l'univers série issu d'un jeu vidéo, ça s'appelle Fallout. Extrait. Je suis consciente que j'ai eu une vie relativement confortable. Stop! Lucie! Rentrez chez vous. Les habitants d'Abri sont une espèce menacée ici. Je ne vous crois pas capable d'adopter le comportement nécessaire pour survivre dans ce monde. Si vous tenez à rester ici, alors il faudra vous adapter. Waouh! On est dans un univers un peu particulier, ça plante le décor, un peu de frisson aujourd'hui. C'était la fin du monde. C'est la fin du monde, voilà, une fois de plus. Je ne suis pas spécialement fan du jeu vidéo, que je ne connais pas du tout, et c'est d'ailleurs une preuve de réussite de cette série Fallout, c'est qu'il n'y a pas besoin du tout de connaître l'univers du jeu vidéo du même nom pour adhérer et pour aimer cette série qui est le gros succès du moment sur Prime Video. Grosse production. Une saison actuellement disponible. Bon, la deuxième, on vient d'annoncer qu'elle était en tournage, donc il faudra patienter pour l'instant d'un 8 épisodes de 45 minutes donc sur Prime Video. Je vais pitcher un petit peu l'histoire. Oui. Ça a été évoqué ici dans l'extrait que vous montrez. L'histoire commence en 2077. Alors la particularité de la série, c'est on est dans une uchronie. On n'est pas dans une dystopie. Vous savez, la dystopie, c'est un futur dans lequel la technologie aliénerait l'humanité. Mais ici, une uchronie, c'est une vision d'un monde qui aurait évolué différemment. C'est un peu la question. Et si quelque chose était arrivé différemment que dans le passé, comment aurait évolué notre monde? Et donc là, en 2077, ce que les premières images de la série nous montrent, c'est une Amérique un peu bloquée dans les années 60. En fait, bloquée dans un monde qui aurait été imaginé dans les années 60. Donc il y a toute une esthétique rétro-futuriste qui est d'ailleurs assez cocasse. Donc il y a une forme de technologie, mais tout en arrondi et bacalite, si vous voulez. Donc on est en 2077 et on sent le spectateur dès les premières secondes, minutes, que la situation mondiale est tendue. On l'entend à la radio, on le voit à la télé, les news font part d'une grosse tension internationale. Et puis il faudra pas attendre très longtemps. Dès les premières minutes, on assiste à la floraison de champignons nucléaires un peu partout sur le territoire américain. Autrement dit, quelqu'un quelque part a déclenché l'apocalypse nucléaire. Et donc, on peut imaginer que l'équilibre qui était induit par la dissuasion nucléaire bascule, et on n'en connaît pas les raisons. Elles ne nous sont pas données explicitement dès le départ. Ça, il va falloir tirer le fil d'une intrigue. Ah, c'est comprendre. Ça. On va quand même le découvrir à un moment. Okay. C'est un petit peu une des intrigues. Il y en a plusieurs dans la série. Je vais y revenir. Mais oui, pourquoi a-t-on basculé comme cela? Le récit reprend 200 ans plus tard. On fait une ellipse. On se retrouve autour du personnage de Lucie dans un premier temps, qui vit. Lucie, c'est une jeune femme pétillante, la vingtaine, toujours optimiste, qui vit dans un abri de la société Vault Corp, qui est une société commerciale ultra dominante, et donc un abri anti-atomique finalement qui s'est organisé autour de valeurs assez simples. C'est un cocon souterrain, mais ce cocon va se retrouver attaqué. Là, je ne dévoile rien, c'est les premières minutes de la série, attaqué par des pirates venus de la surface. Donc on comprend déjà qu'on vit dans deux mondes. Il y a le monde de la surface, les survivants, et puis il y a le monde des privilégiés qui vit souterrain. Ce monde donc souterrain est attaqué, ce cocon est brisé, et le superviseur est enlevé. Le superviseur de cet abri, c'est aussi le père de Lucie. Et donc Lucie a trouvé sa quête, c'est celle de sortir de ce cocon et d'aller affronter ce qu'on appelle les terres désolées, qui sont donc à la surface de la Terre, pour retrouver son père. Et ce faisant, elle va croiser deux autres personnages. Ce sont les trois personnages qu'on a sur l'affiche, qui vont eux aussi avoir leur quête quelque part, qui ont leur mission. Il y a d'abord Maximus, un écuyer, vous entendez bien ici, un écuyer, donc je fais référence au terme médiéval, un écuyer qui accompagne un chevalier, qui fait partie de l'ordre militaire qu'on appelle la confrérie de l'acier. Alors on devine, on imagine que c'est une espèce d'ordre militaire comme ça, un peu sectaire, même pas qu'un peu, carrément sectaire, qui a comme but de réordonner un petit peu le monde qui reste. Et le troisième personnage, le plus fantasque, entre guillemets, le plus décalé, c'est la goule. Alors lui, c'est mi-homme, donc l'homme c'est Cooper, mi-zombie. Donc en fait, on comprend que c'est un homme qui est là depuis 200 ans, depuis les fameuses explosions nucléaires, et qui a muté, qui est génétiquement s'est transformé finalement pour devenir une espèce de zombie quelque part, privé de nez d'ailleurs, avec la peau ravagée. Donc tous les trois ont des intérêts divergents, ils vont finir par être alliés par moments, parfois ennemis, et tous vont chercher les raisons pour lesquelles finalement le monde en est là aujourd'hui. C'est un récit qui est
très chamarré, qui est très grand public aussi, qui alterne volontiers les scènes trash débordantes d'hémoglobine, mais aussi des dialogues percutants. Il y a pas mal d'humour et d'humour décalé aussi. Ah oui, ça me rassure. C'est important. Oui, non, mais on rigole et on sourit beaucoup dans cette série. Il y a plein de références, il y a plein d'univers finalement dans cette série. Et c'est à ça sans doute qu'on voit que c'est tiré d'un jeu vidéo aussi. Il y a l'univers du western. Ce fameux Lagoul, il ressemble à un cow-boy d'ailleurs, puisque en fait, le personnage lui-même est un ancien cow-boy au sens où c'est un acteur hollywoodien, on va le voir, puisque une des intrigues, c'est dans ses souvenirs que ça se passe. C'est un acteur hollywoodien célèbre à l'époque, avant les explosions, et donc il a gardé tout l'attirail, et finalement il est devenu une espèce de chasseur de primes. Il y a le monde de la chevalerie, je l'évoquais, avec cet écuyer qui sert la chevalerie, et il y a les séries familiales des années 60, avec cette forme de rétrofuturisme, et puis il y a les films post-apocalyptiques, bien sûr, on pense à des films comme Mad Max, etc. Au-delà du divertissement, il y a quand même des questionnements ici qui sont très intéressants, qui sont soulevés par les auteurs. D'abord, l'engrenage de la destruction réciproque. Désolé de casser l'ambiance, mais aujourd'hui, depuis 2 ans, et avec l'invasion de l'Ukraine par une puissance nucléaire, on ne peut s'empêcher d'avoir dans un coin de la tête cette menace qui revient à nouveau. Donc, on est de nouveau dans un monde de dissuasion, finalement, sauf qu'il n'y a plus 2 blocs comme il y en avait il y a 50 ans, mais que c'est beaucoup plus complexe encore aujourd'hui. Il y a la lutte pour la domination, bien sûr, et ça, c'est une des intrigues, la principale qui va être tirée au fil de la saison 1, comment on est arrivé là. Le recours aux valeurs traditionnelles, ça c'est assez cocasse, parce que dans ces abris, on vit comme l'Amérique vivait dans les années 60. Donc famille, travail, respect, amitié, entraide, et donc on se raccroche toujours à ces valeurs, mais elles sont doublées, et ça c'est aussi assez cocasse, d'une nouvelle doctrine dans ces abris, c'est le management. Le management érigé comme doctrine presque religieuse, et donc ça permet, en fait, on le comprend, d'organiser ces sociétés, d'obtenir l'adhésion finalement des populations dans ces abris. Chacun de ces abris comprend 200 personnes. Par des concepts de management et par un manager. Le superviseur, en fait, il a été choisi à l'origine, on va le comprendre, pour ses qualités de manager, donc d'empathie, d'écoute, etc. Enfin, tout ce qu'on peut recouvrir derrière le management moderne. Et puis, au-delà de ça, in fine, il y a aussi des questions qui touchent à la transhumanité, au transhumanisme. Et ça, c'est la fin de la saison 1. Et probablement que la saison 2 va beaucoup plus exploiter encore ce créneau-là. Mais d'abord, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'avidité, bien sûr, c'est la critique de l'avidité des plus puissants, puisque la vérité est accablante, et on la découvre au fur et à mesure, finalement, de la saison 1. Pourquoi tout a pété, si je peux me permettre cette expression? C'est pas finalement le fait de rivalité internationale entre des blocs dominants, etc. Non, c'est l'avidité de certains qui était décidé à instaurer un nouvel ordre mondial. Et donc, finalement, c'est un peu l'idée que plutôt que de faire des travaux dans la maison, c'est autant tout raser et repartir de zéro. Il y a un peu cette idée-là. Et donc, c'est plus puissant qui s'était fait à l'idée que, inexorablement, la guerre nucléaire aura lieu. Et ça aussi, ça fait froid dans le dos, puisque la réflexion, c'est de dire, à force de préparer la guerre nucléaire, de construire des abris, il faudra bien qu'elle arrive. À un moment donné, on a vendu suffisamment d'abris. Maintenant, il faut tout faire péter. Dans la série, cette fameuse Voltcorp, cette fameuse société, elle construit autant les bombes que les abris. Donc, elle prévoit l'après aussi. Et donc, ça, c'est une dénonciation quelque part du complexe militaro-industriel, qu'on connaît tous ici. On en a encore parlé il n'y a pas très longtemps avec le bouclier israélien. Vous savez, c'est $50,000 la roquette pour se prémunir d'une attaque. Imaginez, faites le compte, quand on en tire 300 et qu'il faut recharger. C'est tout ça. Donc, c'est les intérêts commerciaux qui l'emportent sur l'intérêt de l'humanité. Et puis, doucement, on se rend compte aussi que le monde est divisé entre deux. Et ça aussi, ça évoque quelque chose dans notre actualité. Il y a d'une part ces super puissants, ces super riches, de plus en plus super puissants, qui seraient capables finalement de prospérer, même dans les conditions les plus inhumaines, même dans les conditions les plus difficiles, sur une terre dévastée. Et de l'autre côté, il y a tout le reste de l'humanité, c'est-à-dire c'est nous en fait, c'est tous ceux qui n'ont aucune prise sur la conduite du monde. Ouais. C'est l'éternelle lutte des classes, c'est le pot de fer contre le pot de terre, c'est un peu comme Greta Thunberg qui affronte Jeff Bezos. Finalement, le combat est de toute façon perdu d'avance. En tout cas, c'est ce que nous montrent les actualités aujourd'hui. On a beau, dans le combat écologique, par exemple, on a beau mettre tous les arguments sur papier à plat, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change, parce qu'il y a une inertie qui est là et qui est celle des plus puissants. Donc la guerre totale aussi est inéluctable, ça c'est un autre point. Et on termine avec une évocation, mais ça fait aussi froid dans le dos bien sûr, c'est de
Et si finalement la survie de l'espèce humaine passait par le transhumanisme, autrement dit, plutôt que de faire l'effort aujourd'hui pour conserver des situations de vie acceptables, eh bien laissons dégénérer et puis l'humain s'adaptera peut-être vite, et là on parle bien de s'adapter de manière génétique, et donc il y a des expériences, des choses, je ne vais pas trop dévoiler, mais il y a des espèces de mutants qui vivent dans ce monde. C'est aussi le style évidemment de cette série qui est percutant et qui explique son grand succès. Il y a du Jonathan Nolan de Westworld derrière.